Bonjour, aujourd'hui j'aimerais parler des qualités essentielles qu'un courtier immobilier devrait avoir. En ma compagnie, j'ai Janie Pouliot, une professionnelle de l'immobilier, comment je pourrais dire, qu'elle est perfectionniste, elle connaît bien son métier, elle aime que les choses soient bien faites de A à Z, elle suit ses dossiers. Vraiment, c'est un exemple à suivre. Alors, c'est elle que j'ai choisi pour ce sujet. Bonjour Janie, comment vas-tu? Allô, ça va bien, merci. Donc, comment trouves-tu le sujet? Comment ça vient te chercher? Est-ce que tu trouves ça important qu'on parle de ça? Bien, je pense que c'est un sujet qui est quand même assez primordial. Puis je pense qu'avec les années aussi, on en parle de plus en plus à quel point c'est important d'être bien accompagné pour un achat ou une vente d'un bien immobilier parce que c'est vraiment un des gros actifs qu'on a généralement comme Québécois. Puis c'est aussi un moment qui est très stressant, que ce soit positif, négatif, peu importe la raison de l'achat ou de la vente, ça reste que c'est très émotionnel puis c'est vraiment stressant. Fait que d'avoir quelqu'un qui est là pour t'épauler puis qui est capable aussi de bien t'accompagner dans chacune des étapes, te guider aussi vers les bonnes personnes. Je pense que c'est essentiel. Donc, en résumé, un courtier immobilier devrait avoir le chapeau d'être le psychologue du client, oui. Conseiller financier et puis être disponible, à l'écoute, puis être bon en mathématiques finalement. Donc, c'est tout ça mis ensemble. Là, on a la définition de bon courtier. Ben, en fait, je dirais, c'est pas nécessairement de porter tous les chapeaux, mais d'être capable vraiment d'accompagner les clients, puis justement tu sais, même on parlait de financement et autres, ben c'est d'avoir justement des bons spécialistes en qui on a confiance, qu'on sait qu'ils vont être rapides, qu'ils vont être capables de donner la bonne information, puis de diriger nos clients vers les bonnes institutions, parce que tout achat ou toute vente va avoir chacun ses implications, puis c'est là que faut vraiment être bien capable de les diriger vers les bonnes personnes. Puis des fois, c'est ça, quand c'est trop pêle-mêle, trop les émotions, on ne sait plus où se lancer. On dirait que des fois, les clients veulent se pitcher à gauche, à droite, partout en même temps, mais nulle part. Fait que je pense que c'est d'y aller étape par étape. J'adore que tu parles du côté financier puis des personnes qui nous accompagnent. J'aimerais ça qu'on y revienne un petit peu plus approfondi tantôt. On va commencer avec la description du courtier immobilier. Comment bien choisir son courtier? Ça serait quoi que tu verrais comme étape? Là? Moi, là, je m'en viens sur le marché. Je suis peut-être propriétaire, donc je veux vendre puis je veux acheter. Comment je vais à tâtons chercher un courtier? Parce que souvent, j'ai des références d'amis. Ils me disent « Ah oui, mon ami est courtier » ou moi, j'ai utilisé une telle. Comment on fait pour démystifier en prenant les références, en prenant le petit journal local, en voyant la publicité Internet? Qu'est-ce que tu pourrais nous suggérer d'aller chercher le meilleur ou les meilleurs courtiers dans toute cette... Tout d'abord, je pense que c'est toutes les références, les expériences passées peuvent être significatives dans le sens où ça peut donner une idée, mais ça reste qu'il faut quand même être capable de rencontrer la personne, je pense, le professionnel qu'on veut engager, que ce soit pour un achat ou une vente. Puis c'est vraiment le contact qu'on va avoir avec cette personne-là, le sentiment de confiance, la préparation aussi qu'il y a eu au niveau du courtier, à quel point il est capable de m'expliquer les choses puis de mettre le processus en perspective. Je pense que c'est vraiment tout ça qui va faire que c'est de même qu'on va être capable de choisir la bonne personne pour nous. Mais ça peut être autant une pub Facebook que le voisin qui t'a référé ou même quelqu'un que tu connais dans ton entourage. Je pense que c'est juste d'avoir confiance en la personne puis de voir c'est quoi le processus derrière son travail aussi, puis d'essayer de comprendre comment elle se positionne, la personne. Fait que quels sont les signes d'un bon courtier? Comme, y a-t-il des indicateurs? Tu sais, son nombre d'années d'expérience, le nombre de transactions? Comment qu'on démystifie tout ça? Comment qu'on a des signes? Parce que d'emblée, j'imagine qu'un bon courtier, c'est un bon vendeur, donc il faut qu'il se vende à nous. Mais comment est-ce qu'on va vérifier? Qu'est-ce qu'il nous dit? Comment on démêle ça, d'après toi? Bien, je pense que oui, effectivement, le nombre d'années d'expérience peut avoir un impact, mais ça reste qu'il y a des courtiers qui peuvent faire ça depuis longtemps, peuvent avoir beaucoup de transactions. Fait que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est proactif en ce moment dans le marché, qui connaît les réalités d'aujourd'hui, c'est probablement la personne la mieux placée pour vous aider. Donc, quelqu'un qui est actif en ce moment, quelqu'un qui
idéalement fait ça vraiment à temps plein ou qui, tu sais, vraiment mettre des heures sur ça pour se tenir au courant de ce qui se passe dans le marché, qui continue à avoir des contacts également dans le domaine de l'immobilier et tout ce qui est connexe, autant la rénovation, les inspections, les notaires, les évaluateurs, bref, tu sais, quelqu'un qui touche à ça au quotidien. Fait que oui, en nombre de transactions qu'il va avoir eu, le nombre d'années d'expérience, mais c'est aussi quelqu'un qui va arriver puis qui est organisé puis qui est capable de démontrer qu'il est capable d'avoir un petit plus versus peut-être d'autres gens qui vont y aller au pif ou, tu sais, c'est vraiment un fit qu'il faut avoir avec la personne, mais je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on est capable de mettre en place parce que tu veux un courtier qui va être proactif et organisé puis qui va être capable de te recadrer aussi aux besoins. Fait que je pense que c'est beaucoup de petits éléments, en fait, qui font qu'un courtier, au final, va être une bonne personne pour vous conseiller. Donc, on prend tous les petits éléments, puis on fait genre une espèce de calcul. Il faudrait qu'il y ait 80%, j'imagine, pour que ce soit bon. Exactement. Un 8 sur 10, Comme l'achat d'une propriété, souvent on va dire il n'y en a pas de parfaite, mais un 8 sur 10 et plus, on est content. Ça a de l'allure, c'est bon. Exact. Donc, l'écoute, la compréhension aussi du projet, j'imagine, est importante parce que si le courtier n'écoute pas, j'explique, je dis, moi, je veux vendre avant d'acheter, voici ce que j'ai besoin. Si le courtier n'écoute pas ce que je lui demande... L'écoute, c'est sûr, faut faire beaucoup d'écoute proactive, puis aussi avoir des stratégies, comme je disais, à mettre en place parce que c'est pas vrai qu'il y a une formule gagnante pour faire un achat ou une vente. C'est vraiment réussir à s'adapter aux besoins du client. Fait que des fois, ça peut être d'acheter une propriété, après ça, mettre la sienne en vente. Des fois, il y a des gens, on met la propriété en vente, puis après ça, on achète. Il y a vraiment plein d'aspects à tenir en compte. C'est quoi la réalité financière? C'est quoi aussi les objectifs court et moyen terme de chacun des clients? Est-ce que c'est une séparation? Est-ce que c'est... ils ont besoin d'agrandir? Est-ce qu'ils changent d'endroit pour le travail? Bref, il y a beaucoup d'éléments à prendre en considération. Puis je pense que c'est d'être capable de s'adapter puis de bien conseiller son client en fonction de sa réalité qu'il a actuellement puis ses objectifs aussi. Il faut toujours garder en tête court, moyen terme, pas juste voir au long terme. OK. Fait que ça, c'est un courtier proactif. Il y en a beaucoup qui sont des réactifs. Oui. Ça serait quoi la définition d'un courtier réactif? Un courtier réactif, bien, c'est que, bon, on s'entend qu'une transaction immobilière, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer en cours de route. Il peut y avoir des montagnes russes en émotions. Fait que le courtier qui est réactif va venir intervenir quand il y a une situation qui s'est passée. Idéalement, comme courtier proactif, ce qu'on veut faire, c'est d'essayer d'expliquer aux clients c'est quoi les attentes à avoir dans le processus, c'est quoi le processus aussi, à quoi il faut s'attendre, c'est quoi qu'il y a à préparer pour toujours essayer d'être un pas en avance. Fait que même quand on fait une visite, exemple, on va essayer de déceler les choses qui pourraient ressortir à une inspection. Oui, il y a de l'entretien qui va toujours arriver, mais est-ce qu'il y a des éléments majeurs que moi, comme courtier, je pourrais aussi être en mesure de dire à mon client « Wow, attention », si tu veux une propriété clé en main, puis c'est du tape à l'œil, attention parce que, tu sais, il faut juste pas oublier qu'il y a cet élément-là. Ici, on voit que, tu sais, je sais pas moi, les plaintes, il y a des taches d'eau. Ben, tu sais, il y a peut-être quelque chose qui a été c'est ça, quelque chose qui a coulé, les pentes de terrain, attendez-vous à ce que ça arrive de plus en plus. Ça fait longtemps qu'on en parle dans les inspections, mais tu sais, avec toutes les pluies qu'on a dans les dernières années, on le voit à quel point c'est plus important. Fait que c'est tous des éléments qu'on est capable de regarder aussi. Est-ce que la toiture, on arrive puis il y a des gros glaçons partout, il y a de la buée dans les fenêtres. Le client en tant que tel, souvent, va regarder l'esthétique, est-ce qu'il se voit vivre dedans, mais nous, comme courtier, il faut essayer de voir les choses au-delà de l'esthétique, puis de un peu prévenir notre client sur ce qui pourrait arriver, puis que quand il fait son offre d'achat, bien, il est en connaissance de cause de son prix, est-ce qu'il reflète vraiment la réalité de la propriété ou est-ce que lui, il s'est juste vu avec le mobilier, mon Dieu, c'est donc bien beau comment c'est agencé, il se projette puis il regarde rien d'autre. Fait que, tu sais, nous, on est là vraiment comme courtier pour expliquer ce genre de choses-là. Puis même par rapport au processus, exemple, on vend une propriété,
tout le monde, dans un monde idéal, la visite finie, on a déjà le compte-rendu 15 minutes après, c'est pas la réalité des choses. Sauf que si on explique ça au client, puis on lui dit 24-48 heures plus tard au maximum, vous devriez avoir un compte-rendu, on essaie de travailler fort, on explique un peu le processus derrière ça que le client ne voit pas au day-to-day, bien, ça va permettre d'éviter une frustration par après s'il n'y a pas le compte-rendu de la visite tout de suite en sortant. Fait que, tu sais, il y a plein de petites choses comme ça, d'irritants, que si on n'explique pas en avance, bien là, des fois, ça peut devenir un gros irritant, puis là, ça peut faire en sorte qu'après ça, bien, peut-être, il y a des frictions pendant la transaction. OK, fait que je résume un petit peu. On a parlé que, dans le fond, pendant la visite, tu pouvais avoir des yeux quasiment d'inspecteur parce que tu vas remarquer s'il y a des cernes sur des cernes d'eau sur les plaintes ou est-ce que, tu sais, s'il y a des petits problèmes avec la maison, tu essaies de les voir en même temps. Pendant qu'eux se projettent, toi, tu essaies de voir un petit peu pas les défauts, mais les choses qui pourraient avoir un impact sur la valeur de l'immeuble, dans le fond, ou pour prendre une décision finale. Fait qu'à la fin de ta visite, tu vas expliquer, ou pendant la visite, tu vas leur en parler, tu vas leur en glisser un mot. Donc, tu vas les mettre un petit peu au courant de la situation. Fait qu'ils ne visitent pas juste par coup de cœur, ils visitent pour en même temps apprendre la maison, puis voir qu'est-ce qui pourrait être des choses éventuellement à faire, ou s'il y a de l'abus d'un fenêtre, qu'est-ce que ça veut dire? Tu sais, eux autres, bof, ils pensent que c'est peut-être pour la journée, mais dans le fond, il y a peut-être des scellants de fenêtres qui sont brisés, ou peut-être qu'il y a un problème d'humidité dans la maison. Fait que tu essaies d'aller un petit peu travailler de ce côté-là, si j'ai bien compris. Oui, bien c'est ça. On reste que les inspecteurs, on n'est pas des inspecteurs, mais c'est vraiment d'essayer de faire ressortir les éléments qui pourraient avoir un impact justement au moment de l'inspection. Puis on veut que le client, quand il fait son offre d'achat, il est vraiment conscient de ce qu'il a à faire sur la propriété pour que justement on n'ait pas de mauvaises surprises quand on arrive à l'inspection puis que là, il y ait l'impression qu'une brique vient de leur tomber dessus. Donc, c'est sûr qu'on va regarder tout ce qui est des plus petits détails, mais en même temps, encore une fois, on s'adapte. Est-ce que c'est un premier acheteur qui n'a aucune connaissance? Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup eu de transactions de propriété dans sa vie, qui connaît ça? Est-ce que c'est quelqu'un qui est entrepreneur? Fait que, tu sais, encore là, on s'ajuste en fonction de notre client. Puis si c'est quelqu'un qui veut complètement rénover puis repartir, c'est sûr qu'on ne s'attarde pas à ces petites choses-là. Fait que vraiment, on va s'adapter à chacun de nos clients. Exact, selon son degré de connaissance, mais nous, il faut être là pour vraiment s'assurer que son achat ou qu'il va faire, il le fasse en connaissant l'état de la propriété de façon générale. Puis l'inspecteur, lui, après ça, va venir faire ses recommandations. Puis encore là, comme courtier, on a beaucoup de contacts qu'on est capable après ça de référer aussi si jamais il y a des entrepreneurs spécialisés qui doivent passer. Puis je pense le fait que j'ai travaillé beaucoup en rénovation, en design, j'ai comme un parcours qui est toujours relié à l'immobilier. Mais avec, c'est ça, un bon réseau autour de moi qui fait qu'après ça, je suis capable de référer les bonnes personnes à mes clients. Parle-nous, tant qu'à ouvrir cette porte-là, de ton parcours en immobilier. Tu as touché à quoi? Parce que, dans le fond, si je comprends bien ton background, tu as un degré universitaire. Oui. Puis tu as commencé en immobilier très jeune à cause de moi, ta mère. Explique-nous ça, parce que moi, je le connais, puis je le trouve fascinant comment tu as touché à tellement de choses. Fais-nous ça en petit résumé, là. Ça serait intéressant pour les gens qui écoutent, qui sachent d'où vient, qui est Jeannie Pouliot et d'où elle vient. Oui, bien en fait, j'ai vraiment touché à tout en immobilier, je pense, parce que, bon, j'ai fait une autre vie avant d'être en immobilier, mais j'ai quand même, tu sais, commencé en tant qu'adjointe, j'ai même fait des stages dans l'équipe dans le passé, après ça avec l'agence. Exact. Fait que j'ai vraiment toujours gravité autour de tout ça, les négociations. Puis quand j'ai commencé en immobilier, même si j'avais quand même beaucoup de connaissances avec toutes les conversations qu'on avait ensemble, j'ai fait quand même adjointe. Fait que je sais c'est quoi toute la gestion des dossiers puis à quel point, tu sais, il faut vraiment être organisé, bien nommer nos choses, puis tu sais, s'assurer que tout est bien mis dans nos agendas pour pas oublier quoi que ce soit des délais ou peu importe. Fait que j'ai gardé cette rigueur-là aussi du côté courtier, même si je suis plus sur le terrain.
Puis sinon, ben après ça, j'ai fait, quand je suis officiellement devenue courtier, avant toute chose, j'ai fait beaucoup d'inspections, de gestion, justement, d'offres d'achat pour des clients. Fait que je dirais que j'ai pris beaucoup de connaissances aussi, puis en touchant avec plein d'inspecteurs différents, j'ai vu plein de façons de travailler qui sont différentes. J'ai aussi fait des projets immobiliers personnels, puis je suis rendue, je pense, à ma cinquième propriété personnelle là, que j'ai acquis. Fait qu'encore là, tu sais, j'ai touché au fait d'acheter, vendre, rénover au fil du temps. D'ailleurs, tu as acheté une propriété, faire un flip. Tu avais quel âge exactement? 22 ans. 22 ans quand même, c'est jeune, hein? Puis c'était ton rêve, ça faisait longtemps que tu voulais faire ça. Ouais. Puis on a vraiment mis la main à la pâte, là. Fait que, tu sais, arracher des salles de bain des années 50 avec la grosse tuile, les planchers, ouais, reposés, peinturés, bref. J'ai touché un peu à tout, j'ai vu l'envers du décor, puis même en rénovation aussi, en travaillant avec des entrepreneurs, j'ai vu aussi c'était quoi la gestion. Puis j'ai une entreprise aussi un peu liée au domaine là, avec tout ce qui est le home staging, les prises de mesures, la gestion de projets puis ces choses-là. Fait que tu sais, j'ai comme vraiment un background global. J'aime l'immobilier dans toutes ses facettes. Fait que je pense que c'est ça qui fait que j'ai quand même beaucoup d'expérience puis j'ai aidé des clients un peu partout, autant à Montréal, Rive-Sud, Rive-Nord. C'est sûr que c'est ça, avec les années, on se promène avec le bouche à oreille un peu partout, puis on s'adapte parce que chacun des quartiers a ses spécificités aussi, là, fait que... Très bien. Puis, d'ailleurs, parlant de home staging, qu'est-ce que tu pourrais dire à un client qui veut mettre sa maison à vendre parce que tu as différents types de home staging? Ou peut-être, parle-nous du home staging, les différents types, tu sais, un petit home staging, par quoi, c'est quoi qui est le plus rentable? Tu sais, moi, j'ai mes propres idées, mais toi qui es une spécialiste, tu recommandes quoi aux gens? Bien, en fait, je pense qu'ici au Québec, on sous-estime vraiment l'importance du home staging. Puis il y a déjà des propriétés qu'on a vendues. Puis, tu sais, tantôt, j'ai fait un bref message que, tu sais, des fois, les gens s'arrêtent au mobilier puis la façon que les vendeurs vivent quand ils visitent une propriété. Mais c'est vraiment ça. On est vraiment influencé par la couleur des murs, par le mobilier qui est mis. Fait que des fois, quelqu'un qui a du mobilier haut de gamme, on s'entend qu'une maison, c'est vraiment un carré assez standard. Les meubles et les rideaux, les luminaires, il reste juste des planchers, des murs, des portes, puis salle de bain-cuisine, c'est fou. C'est des espaces. Oui, c'est sûr, le choix des matériaux par rapport au plancher, la peinture, je veux dire, ça change vraiment facilement, mais ça reste que les gens sont très influencés par ce qu'ils voient sur place, puis c'est ce qui va souvent créer le coup de cœur. Fait que c'est sûr, tout ce qui est de la peinture, bien que ça peut être cher si vous le donnez à contrat, si vous êtes capable de prendre le temps puis de le faire, puis de planifier votre mise en marché en avance, c'est vraiment l'idéal. Puis c'est sûr que tout ce qui est après ça, de désencombrer, donner de l'espace, autant pour les volumes que pour la surface de plancher, si c'est trop encombré, ça va donner malheureusement un mauvais aperçu. Fait que c'est pas mal les trucs primaires qu'on va faire. Puis après ça, il y a quand même possibilité, exemple, une succession d'avoir du home staging virtuel. Mais il ne faut pas oublier que le home staging virtuel va amener les gens à venir en visite. Mais quand les acheteurs arrivent, ils n'ont plus l'effet « wow », coup de cœur qu'il y avait en ligne. Pourquoi? Parce que ça risque que c'est vide. Fait que pour un acheteur, des fois, ça va être plus difficile de se projeter dans quelque chose de vide. On perd tous nos repères au niveau des dimensions exactement. Fait que les gens, des fois, ils se demandent est-ce qu'un leaking peut rentrer ici ou pas. Si on a du mobilier, bien, on va être capable d'avoir notre réponse assez facilement. Fait que, idéalement, une propriété qui n'est pas vide. Donc, le moins coûteux, c'est sûr, ça reste le home staging virtuel. Mais après ça, si vous êtes capable d'investir pour réussir à vendre plus cher, le home staging qui est vraiment physique va être vraiment une des options privilégiées. Puis, il y a plein de belles options aujourd'hui pour faire le home staging en live. Et sinon, bien, c'est sûr qu'avant de mettre une propriété sur le marché, idéalement, c'est un petit refreshen up de la maison.
on va se mettre sur son 36, fait qu'on va essayer de s'assurer que la peinture est belle, qu'il n'y a pas des trous en quelque part à réparer, que toutes les lumières sont de la même couleur. Ça, c'est un gros élément. Quand on se promène dans une maison, puis on a du jaune, puis du bleu, puis ça fait mal aux yeux, c'est pas agréable. Bref, il y a plein de petits éléments comme ça qu'on est quand même capable de faire pour donner un effet wow avant de vendre, même si des fois, on a juste le goût de tourner la page. Oui, souvent, quand on veut vendre, c'est qu'on est rendu à une autre étape de vie. Fait que les gens ont de la misère à investir. Je le vois fréquemment. Ils ont de la difficulté à investir sur leur propriété, à dire « Ah non, je vais repartir en neuf dans la prochaine maison, je vais peinturer l'autre, je vais mettre la déco à l'autre. » Mais ils veulent pas, puis ils veulent le gros prix pour la leur, mais ils veulent pas mettre l'argent, le temps sur celle-ci. C'est bien de terminer un chapitre, parce que quand tu disais il faut qu'ils se mettent sur leur 36, souvent je dis aux gens, pensez que votre maison, elle s'en va en date. Si on s'en va sur un rendez-vous galant, que je connais pas la personne, ben je vais avoir pris ma douche, je vais me coiffer, je vais mettre un peu de parfum, je vais me mettre une belle robe propre. Tu sais, je vais avoir un peu maquillée, je vais faire de quoi pour comme attirer la personne. Qu'elle me plaise ou qu'elle me plaise pas, après, ça sera une autre histoire, mais au moins, j'aurais fait l'effort. Mais les gens ont de la misère à voir ça, que c'est comme ça qu'il faut voir sa maison. Oui, mais je pense que c'est ça. Souvent, les gens vont se dire « Ah, ben la prochaine maison, je vais le faire, je vais la mettre à mon goût. » Puis là, finalement, ils arrivent, puis là, le déménagement, c'est fait. Encore trop de choses, puis là, ils rembarquent dans le quotidien. Puis ça arrive que les gens ne le feront pas dans la prochaine maison non plus. Fait que vraiment, de s'arrêter, puis de prendre le temps de le faire, ça reste qu'au final, c'est payant. C'est pas pour rien qu'il y a autant d'émissions qui sont sorties par rapport au homestaging, par rapport au design de maison, à quel point on est capable de changer une atmosphère, changer un espace avec tout ce qui est le mobilier, la peinture. Fait que c'est vraiment de s'arrêter puis de prendre le temps, ou même, comme je disais, si vous avez le luxe de le prévoir d'avance, c'est un coût à donner, mais ça vaut vraiment la peine. Puis oui, c'est pas facile à rentrer dans un horaire, mais quand on veut, on peut. C'est bien dit, ça. Une mère de 3 enfants a dit ça. Quand on veut, on peut, elle sait. Donc, merci pour le détail du homestaging. Je trouve ça très pertinent parce que beaucoup de gens manquent à ça. Puis ils se disent « Ah non, les gens font juste acheter ma maison, elle est bonne et solide. C'est ça. On vit tous dans des châteaux, mais c'est ça. Donc, la prochaine question, c'est un petit peu comment un bon courtier s'adapte à une stratégie qui représente un acheteur ou un vendeur. Comme je disais, il faut regarder l'objectif court terme, mais aussi moyen terme. Parce que ton client, sa situation peut-être, c'est qu'il faut qu'il se relocalise rapidement. Mais à moyen terme, est-ce qu'il veut garder la propriété ou est-ce que... Exemple, je prends l'exemple d'une séparation. La personne, il faut vraiment qu'elle vende aujourd'hui et est en situation que c'est urgent, alors on veut mettre sur le marché. Elle ne sait pas encore où exactement elle veut aller, puis peut-être que le marché ne donnera pas la propriété exacte qu'elle veut. Mais ça, il faut être capable de connaître un peu ses objectifs aussi à court et moyen terme. Est-ce que cette personne-là, elle se dit, bon, bien, je vends, puis d'ici 5 ans, je prends ma retraite, je m'en vais dans les Laurentides, mais là, ça me prend encore quelque chose pour rester aux alentours pour le prochain 5 ans. Bien, on sait que ton client, son investissement va être à plus court terme et donc, il faut que son achat soit vraiment un achat qui va lui permettre qu'à la revente, il ne soit pas perdant. Mais en même temps, il y a l'espèce de stress de « faut que je me relocalise ». Fait que souvent, ce qu'on va conseiller, c'est de commencer tout de suite à magasiner, se garder quelques options. Puis des fois, c'est de se dire, bien, peut-être c'est pas la propriété qui convient à 100% à tes besoins. Par contre, le secteur où elle se trouve, ça va être quelque chose qu'on va être capable de revendre plus facilement. Puis exemple, elle a des plafonds cathédrales. C'est peut-être pas quelque chose que toi tu recherchais, mais comme on parlait des volumes, bien, c'est un plus pour les gens avec une orientation sud. Fait que là, des fois, on va se dire, bon, mais ça répond peut-être pas à 100% de tes critères à court terme, mais pour ta revente d'ici 5 ans, bien, on veut s'assurer que tu as vraiment un produit qui a une localisation qui est vraiment primée par les acheteurs. Fait qu'au moins, on s'assure qu'à la revente, on est correct pour lui. Fait que, tu sais, peut-être que ça ne répond pas à court terme, mais on sait qu'au moins, à la revente, il ne sera pas reperdant à ce niveau-là. Effectivement que, souvent, moi, je disais aux gens, on va trouver le secteur en premier. Puis après ça, le type de propriété, parce que je veux habiter à Annecy, je veux une unifamiliale, mais j'ai un budget de 500 000
Eh bien là, en partant, ça fonctionne pas. Tu sais, dépendamment 500 000, par contre, je m'en vais à Sainte-Adèle. Peut-être là, je peux me trouver une unifamiliale à 500 000 détachée avec un beau petit terrain. Alors, c'est toujours une question de perspective, de commencer par la ville, par rapport à notre travail, les enfants. Est-ce qu'on veut être proche d'une église, d'un lieu de culte? Un lieu culturel. D'être proche d'un lieu culturel, de notre vie. Quel genre de vie, nos transports en commun, les parcs. On choisit tout ça, puis après ça, on choisit où est-ce qu'on va vivre. Fait que si mon budget, c'est 500 000, bien, peut-être que je peux me trouver un beau condo, 2 chambres à coucher, puis ça va être parfait, mais je vais être au moins dans Bonneville, je vais avoir ce que je veux. Fait qu'il faut choisir l'endroit où on veut vivre, puis parallèlement aussi, est-ce que ça convient au style de vie que je veux. Si je me trouve un beau condo 4,5, mais j'ai 6 enfants, on va être serré. Ça risque d'être moins le fun. Fait que peut-être je suis mieux de changer de ville puis aller un peu plus loin pour me trouver une maison avec 4 chambres à coucher, là, tu sais. Oui. Mais c'est aussi, tu sais, exemple, un client qui cherche sa maison de rêve, qui a des critères très spécifiques, puis c'est sa maison où il va élever ses enfants puis qui va rester là à long terme. Si c'est vraiment un effet « wow, coup de cœur, je veux cette maison-là », des fois, ça va valoir la peine de payer un peu plus cher que le marché parce que c'est vraiment dans le secteur que tu veux, c'est vraiment le type de propriété que tu veux et toi, ton investissement, c'est vraiment sur du long terme. Oui, il faut regarder les chiffres, mais à un moment donné, c'est le milieu de vie où tu vas vraiment rester à long terme. Fait que ce client-là, je pourrais dire oui, regarde le marché, c'est ça, mais tu pourrais monter plus haut parce que, tu sais, à long terme, c'est vraiment le style de vie que tu achètes. Un client qui est en séparation puis qui sait que d'ici 5 ans, il veut s'en aller dans les Laurentides, bien, ça se peut que ce client-là, idéalement, il y a peut-être des concessions à faire sur certains des critères s'il veut la localisation, puis s'il veut être capable de revendre. C'est vraiment le prix d'achat qui va déterminer s'il va être capable d'aller faire un gain au bout de 5 ans ou pas, tu sais. La connaissance du marché immobilier, comment tu fais pour te tenir à jour dans tout ce qui se passe dans le marché? Comment tu fais pour voir? Parce que les gens me demandent toujours, c'est-tu un bon moment pour acheter? C'est-tu un bon moment pour vendre? Comment toi, comme courtier, tu te tiens à jour? Qu'est-ce que tu peux donner comme information? Comment tu peux guider tes clients? Bien, souvent, je vais plus me concentrer sur les secteurs dans lesquels mes clients recherchent ou lesquels mes clients vendent, parce qu'on ne peut pas regarder non plus partout. À un moment donné, c'est trop d'informations. Mais je pense que d'être assidu à chaque jour, puis de regarder un peu qu'est-ce qui se passe dans les marchés dans lesquels tu travailles, puis après ça, dans n'importe quel marché que mon client veut aller, bien, je vais faire l'analyse aussi de regarder qu'est-ce qui s'est vendu, qu'est-ce qu'il y a en vente. On a des outils magnifiques aujourd'hui. Tu sais, oui, te centrer avec toutes ces statistiques-là, mais il y a d'autres statistiques avec le baromètre, la fenêtre sur le marché immobilier, qu'on est capable d'aller chercher encore plus d'informations, des fois plus larges. On a aussi Google Earth. Je ne sais pas si tout le monde l'utilise, mais c'est un outil qui est fantastique parce que tu es capable de te promener à travers une rue pour voir c'est quoi les environs. Parce que oui, la propriété que tu achètes est importante, mais son secteur environnant aussi est bien important. On a des statistiques aussi maintenant qui sont sorties sur la société, le démographique autour. Est-ce que c'est des propriétaires occupants? Est-ce que c'est des locataires? C'est quoi la moyenne d'âge? Fait qu'il y a toutes ces informations-là qu'on est capable d'aller chercher. Les transports en commun aussi, qui est quand même un bon point. Puis de se tenir au courant, justement, tu sais, quand le REM est arrivé, bon, bien, le REM, il s'en va dans quel secteur? Est-ce que, tu sais, ça, ces places-là, ça va bouger au fil des ans? C'est sûr que ça va prendre de la valeur parce qu'on vient rajouter un gros transport en commun. Fait que c'est tous ces petits éléments-là, je pense qu'il faut se tenir au courant pour être capable, après ça, de donner ces informations-là à nos clients dans les secteurs, là, justement, qu'ils recherchent. L'avantage d'être courtier, c'est qu'on a accès à des systèmes qui font en sorte que même, mettons, j'ai un voisin qui veut identique à moi, il s'est vendu, mais il y a 2 ans. Donc, je suis capable, avec notre information, de dire 2 ans plus tard, c'est quoi l'inflation qu'il y a eu exactement dans ce quadrilatère-là. Alors, je pourrais dire aujourd'hui combien elle se vendrait, cette maison-là, 2 ans plus tard. Fait que c'est toutes des statistiques comme ça qu'on est capable de travailler en plus avec, chose que monsieur tout le monde n'a pas accès. Donc, c'est une valeur rajoutée là, comme courtier.
Effectivement, puis plus on utilise les outils qui sont à notre disposition, plus on parle aussi avec nos collègues. Tu sais, on dit toujours à quel point c'est important la collaboration, mais ce qui est le fun ici à l'agence, c'est que les courtiers ont vraiment une belle relation. On est capable de se parler entre nous puis de se donner de l'information parce qu'il y en a qui travaillent plus certains secteurs que d'autres. Fait que, tu sais, des fois, juste entre nous, on se donne des hints. « Hey, savais-tu que sur la promenade Masson, ils sont en train de faire ça? Ça va être vraiment incroyable. Ah oui, ben là, tu vas voir. » Puis là, tu te tiens au courant de ça. Fait que je pense que l'échange aussi dans le milieu, puis même pas juste avec les courtiers, mais avec les gens de notre entourage, c'est tellement un sujet qui revient, l'immobilier, que ce soit dans les trucs de famille, avec les amis. On a quand même des bribes d'informations qui viennent d'un peu tout le monde aussi. Puis là, après ça, ben, c'est notre travail d'aller vérifier cette information-là, mais je pense que ça reste que en rencontrant des vendeurs potentiels aussi, ils vont nous parler de c'est quoi qu'ils aiment de ce secteur-là. Fait qu'après ça, quand je retravaille dans ce secteur-là, bien, je suis capable de ressortir encore cette information-là, que ce soit avec un acheteur ou un vendeur. Fait que c'est vraiment de porter attention à ce que les gens autour de nous vont nous dire. Puis je dirais probablement que les vendeurs, ils connaissent tellement bien leur secteur que ce sont les premiers à nous informer s'il y a des petites choses qu'on ne saurait pas. Bien, eux, ils peuvent tous nous les dire. C'est quoi le nom de la petite école? C'est quoi le nom de tous les parcours autour? Qu'est-ce qui était pertinent dans le secteur? Fait que les vendeurs le connaissent, leur village, leur ville, là, ils connaissent. Oui, puis même un acheteur aussi, souvent... Tu sais, oui, il y en a qui sont éparpillés dans plein de secteurs, puis bon, c'est le genre de maison qui vont rechercher plutôt que le secteur, mais il y en a beaucoup qui c'est comme, bon, mais moi, je cherche à Villeray, je veux rester à Villeray, puis ça, c'est mon quadrilatère parce que j'ai mon marché, j'ai mes habitudes, c'est ça, j'ai mes habitudes de vie, donc on a quand même beaucoup d'informations par ça aussi, là. Qu'est-ce que tu penses de la transparence dans une transaction au niveau, soit avec le client ou la collaboration? Qu'est-ce que tu en penses? Je pense que c'est toujours payant de rester transparent puis de pas faire voir les choses autrement à un client. Pas de lui donner ce qu'il veut, mais vraiment d'arriver, tu sais, le plus possible avec des faits parce que c'est tellement émotionnel, c'est tellement difficile de rester rationnel quand on est trop dans l'émotion. Fait que d'arriver avec vraiment une analyse qui est plus objective, d'arriver avec des faits, ça va permettre à ce que notre message, c'est pas nous qui dévaluons une valeur, une propriété, c'est vraiment le marché. Puis de toute façon, au final, combien de fois qu'on va le dire à un client, c'est pas nous comme courtier qui allons le déterminer, c'est pas le client vendeur qui va le déterminer, c'est vraiment le prix que l'acheteur va être prêt à payer. Fait que je pense que de rester honnête puis de vraiment dire les choses telles qu'elles le sont plutôt que d'essayer de faire plaisir à son client. Peut-être que le client au départ, il va le percevoir comme mon Dieu, je m'attendais pas à ça, j'aurais aimé avoir tel montant. Mais si c'est des faits puis c'est bien expliqué, je pense que c'est vraiment ce qui reste le plus transparent et honnête. Puis au final, bien, le client, même si tu lui as fait à croire quelque chose puis qu'il l'a pas, bien, il va juste avoir une déception. Fait que la transparence puis d'expliquer les choses telles qu'elles le sont, je pense que c'est vraiment important. C'est fréquent qu'on voit les gens vendeurs, ils pensent que, mettons, leur maison vaut 1 million, mais en réalité, elle en vaut 800 000. J'aimerais ça qu'elle vale 1 million, tu sais, ça serait beaucoup plus facile, puis tout le monde... Plus payant, c'est ça, pourquoi pas, pour tout le monde. Mais quand on leur dit la vérité, puis dire, ben non, c'est 800, c'est pas 1 million, souvent, ils sont bien déçus parce qu'ils sont fait déjà un chiffre fictif en tête, puis tout le monde autour, les voisins, tous les voisins leur ont dit ça valait 1 million, ma tante, mon oncle, les frères et sœurs, tout le monde dit ça vaut 1 million, mais nous, on arrive, puis on donne la vérité, puis c'est malheureusement ça, parce que nous, ce qu'on transmet, c'est pas la valeur marchande directement, c'est qu'est-ce que les acheteurs sont prêts à offrir. Fait qu'on est juste, on transmet le message. Puis c'est toujours parce qu'il s'est passé dans, tu sais, qu'est-ce qui est arrivé dans le passé, c'est pas ce qui se passe en ce moment, c'est pas ce qui va se passer dans 3-6 mois. Oui, parce que ça pourrait monter, mais ça pourrait baisser aussi. Exact. C'est déjà arrivé. L'immobilier, ça reste que, tu sais, ça peut être en dents de scie sur le long terme, oui, ça monte, mais à court terme, ça peut être en dents de scie. Puis l'autre chose aussi, je pense que c'est de faire un achat puis une vente qui est réaliste. Tu sais, des fois, les gens vont se dire « Ouais, mais moi, mon condo, je voudrais qu'il vale 800 000 »
On va l'essayer à 800 000. Bon, mais parfait. Vous voulez l'essayer, vous l'essayez à 800 000, on voit que ça fonctionne pas. Puis là, les gens, des fois, ils se disaient, bon, mais je vais vendre mon condo à 800 000, puis je vais m'acheter une maison à 800 000. Mais parfait, si la réalité est que le condo ne vaut pas 800 000, il y a toujours possibilité de réajuster aussi pour son achat, pour le faire au juste prix. Tu sais, si ton condo, il vaut pas ça, peut-être que la maison que tu veux ne vaut pas ça non plus. Fait que, tu sais, c'est juste de savoir s'adapter au marché, puis de vraiment bien setter ses objectifs, que si on leur fait croire que ça vaut 800 000 le condo, puis finalement, ils font un achat d'une maison de 800 000, puis là, ils baissent leur prix. Là, c'est là qu'ils vont avoir la corde au cou. Là. Fait que c'est un mauvais achat parce que la vente n'a pas été faite de façon réaliste. Il y a manqué de transparence en quelque part, tu sais. Fait que mais des fois, c'est l'objectif du client. Des fois, j'ai déjà vu des cas où le client s'est déjà acheté son condo à 1 million, puis il faut qu'il vende sa maison. Lui, il s'est déjà fait l'idée qu'elle vaut 1,5, mais en réalité, elle en valait 1,2. C'est ça, c'est que là, il se met la pression de devoir vendre à ce prix-là à cause de l'achat qu'il a fait. Je vends à ce prix-là parce que j'ai acheté à tel prix. Sauf que l'acheteur, lui, ça ne dérange pas, ça n'a pas rapport. Tu sais. Parce que c'est pas la valeur du marché. Puis je pense que c'est pour ça aussi que c'est toujours important de voir avec un courtier avant même de faire un achat ou une vente, si tu as les deux à faire, il faut vraiment que ce soit réaliste ton projet parce que ce que tu as en tête, ce que tes voisins vont te dire, c'est peut-être pas la réalité non plus. D'ailleurs, c'est pour ça que j'aime rencontrer les vendeurs avant qu'ils aillent acheter parce que des fois, souvent, ils vont, mettons, partir de Montréal, ils vont partir en banlieue. Bien, si je leur dis ça vaut 800, bien, au moins, ils vont savoir que quand ils font leur achat, aujourd'hui, c'est 800 que ça vaut réellement, mais ça ne vaut pas 1 million, puis ça ne vaut pas 700. Fait qu'au moins, ils ont des vrais chiffres à se baser, puis en ayant une transparence, comme on disait, bien, ils peuvent partir en quiétude, aller acheter leur autre produit, puis après ça, revenir, puis vendre. Mais si on n'a pas été transparent, bien, ça ne marchera pas. Il y a beaucoup de vendeurs, tu sais, c'est arrivé quand même assez régulièrement de me faire dire hey, « je suis vraiment désolée de vous faire déplacer, on est vraiment en début de processus, on ne sait pas quand est-ce que ça va se passer, où on va s'en aller ». Mais je pense que c'est la bonne chose à faire quand même parce que oui, tu me fais déplacer, mais en même temps, si tu veux avoir une idée du marché en date d'aujourd'hui, puis toi, dans ta tête, c'est 800 000, puis finalement, je t'annonce que c'est 700 000, bien, t'es mieux de l'avoir, c'est ça, t'es mieux de l'avoir, ton réajustement en date d'aujourd'hui, ou même bon, finalement, c'est peut-être pas 800 000 que je vais vendre, fait que mon achat, je suis mieux de pas le faire à 800 000, tu sais. Fait que je pense que c'est juste bon de poser la question puis d'aller chercher l'information. Encore une fois, on parle d'un courtier proactif, bien, un client proactif aussi, ça reste que c'est intéressant pour nous comme courtier. C'est quelqu'un qui est capable d'aller chercher l'information puis qui est capable aussi de s'assurer que son projet fait du sens aussi au niveau personnel. Puis, tu sais, bon, on donne une évaluation en date d'aujourd'hui. S'il vend dans 2 ans, bien, on se rassoit ensemble dans 2 ans puis on recommence le processus. Mais au moins, il savait que à ce moment-là, ça fonctionnait ou pas, son projet. Puis je pense que c'est quelque chose d'important de faire puis de ne pas avoir peur de déranger les gens pour ça. Définitivement. Je pense que c'est le plus grand nombre d'évaluations que je fais, c'est ça. C'est juste, on veut savoir dans 2 ans ou dans 5 ans, prendre notre retraite. On veut savoir combien notre actif est aujourd'hui. Donc, quand on se compare, on regarde des propriétés dans le Nord, c'est quoi la différence du marché. Puis aussi, la deuxième chose, ils me demandent toujours quoi faire comme rénovation avant de vendre. Fait qu'ils disent « Ah, ma cuisine est vraiment pas belle, je devrais-tu la refaire? » Mais s'ils pensent vendre dans 1 an, dans 2 ans, d'habitude, moi, je vais dire non, parce que ça vaut pas la peine. On ne récupérera jamais le montant, le 100 Puis des fois, les gens me disent « Ah, mais le monsieur de pavage m'a dit je vais prendre de la valeur sur ma maison si je fais un nouveau pavé en bloc au lieu de l'asphalte. » Oui, peut-être qu'on va vendre 10-15 000 de plus, mais pas 50 000 de plus comme ça a coûté. Donc, les gens se font avoir souvent, je l'entends. « Ah, j'ai mis du pavage, le gars m'a promis que ça ferait prendre de la valeur à ma maison. » Hein, c'est quelque chose de... Oui, ça en fait prendre, mais comme on disait, peut-être pas au même prorata que ce que ça t'a coûté. Puis surtout, bon, avec le coût de la main-d'œuvre, je pense que
à la base, les rénovations, il faut le faire pour soi, pour son... Pour en profiter. C'est ça, pour en profiter. Puis après ça, ben là, quand tu revends, ben on dirait c'est comme si tu as amorti un peu ton investissement. Donc là, ça vaut la peine. Puis bon, généralement, le marché continue à monter aussi, mais c'est ça. Ça reste que... C'est ça. Il faut faire attention quand on part dans des gros projets de rénovation juste pour vendre. T'sais, souvent, ça vaut plus la peine de laisser ça au prochain, mais encore là, c'est adapté à chacun puis en fonction du marché dans lequel on se trouve. Puis aussi, pour revenir à l'achat-vente, tu parlais, quelqu'un qui s'en va dans les Laurentides. Avant la pandémie, on avait quelqu'un qui part de Montréal, sa maison valait vraiment plus cher que quelqu'un qui était en Montérégie, sur la Rive-Nord ou autre, mais c'est plus la réalité d'aujourd'hui. Fait que, tu sais, ça aussi, c'est quand même le fun de se dire, bon, mais ça ressemble à quoi le marché dans les différents secteurs pour savoir à quoi s'attendre, tu sais. C'est pas vrai que maintenant, tu vends une propriété à Montréal puis tu t'en vas te racheter le double de grosseur sur les Rives-Nord, Rives-Sud, là. Ça a changé beaucoup, beaucoup. Vraiment beaucoup. Puis c'est encore en train de changer. Je le vois, là, qu'il y a des changements encore différents. Les très, très grandes banlieues, avec le coût de l'essence, il y a un retour au travail encore à Montréal. Fait que je sais pas, on sent qu'il y a un ralentissement. Oui, il faut quand même rester aux affûts de ce qui se passe selon ce que nos clients ils veulent. Mais oui, effectivement, de se tenir informé du marché. Y a-t-il des petits conseils? Comment qu'un courtier devrait gérer sa transaction? Un bon courtier d'un pas bon courtier, mis de même, là. Y aurait-il des choses que tu pourrais te dire, là, que c'est important d'être aguerri puis de regarder que son courtier fait dans une négociation? Oui, mais une des choses qui est très importante aussi, c'est les clauses qui vont être mises dans l'offre d'achat, puis de s'assurer que les dates coordonnent avec les besoins des clients, que ce soit avec un achat, une vente. Tu sais, des fois, on parle de l'effet domino, qu'il y a un achat, une vente, mais tu sais, il faut s'assurer que vraiment tout coordonne, puis de rien prendre pour acquis dans du verbal. Tout doit être écrit. Parce que la bonne volonté d'un acheteur ou d'un vendeur peut s'arrêter à un moment ou à un autre quand il y a une situation qui change. Si tout est au niveau verbal, tu protèges ton client sur absolument aucune sphère. Faut vraiment, tout doit être par écrit. Moi, je le dis, en immobilier, là, tout est écrit. Oui, je vais faire tel travail, oui, je vais faire ci, oui, je vais faire ça. C'est des paroles, ça s'envole. On le répète et on le répète à quel point quand il y a une clause qui est mise, il faut s'assurer qu'on a un délai pour le faire parce que si quelqu'un oublie de mettre un délai, ça peut causer des problèmes après ça. On met toujours une conséquence aussi si jamais les choses ne sont pas faites. Puis il faut vraiment être spécifique sur qu'est-ce qui doit être fait. Fait tu sais, c'est le pourquoi, le comment, le quand. Il faut vraiment que tous ces aspects-là soient mis dans une clause pour protéger les intérêts de ton client. Donne un exemple justement pertinent, je trouve, avec les piscines. Tu sais, parce que là, moi, je suis en hiver, là, je visite une maison, je dis « Waouh, elle est belle, il y a une piscine creusée, on me dit qu'elle fonctionne bien, tout ça. » Puis je vais prendre possession le 1er juillet. Comment tu écrirais? Tu sais, comme, prends cette clause-là, justement, de nous expliquer comme il faut. Bien, en fait, il y a une clause qui existe déjà pour s'assurer que le vendeur fasse fonctionner la piscine avant l'acte de vente. Parce que oui, effectivement, c'est malheureusement des choses qu'on a vues par le passé, des propriétaires qui disaient que oui, tout était fonctionnel. Le nouvel acquéreur arrive, bam, la piscine est non fonctionnelle. C'est des très mauvaises surprises, mais si on a pris le temps de bien écrire cette clause-là, puis de faire la vérification pour son client, bien au moins on évite des mauvaises surprises. Puis je pense que ça reste que c'est quand même un de nos attraits. Pourquoi les gens viennent nous voir en tant que spécialistes en immobilier? C'est vraiment pour les aider à se protéger de toutes ces petites choses-là qui pourraient leur arriver en cours de route. Fait que je pense que c'est ça, d'écrire les clauses, puis comme on disait, de s'assurer qu'il y a un moment qui est donné, une conséquence, puis c'est quoi qui doit être fait, puis comment ça doit être fait pour que ton client il soit pas lésé.
Si je reviens, je dis, bon, pour le 1er juillet, je vais prendre possession de la piscine, de la maison. J'aimerais que la piscine soit fonctionnelle, partie, puis qu'elle chauffe, mettons qu'elle est chauffée. Dans le fond, ça va mentionner que le vendeur, il doit s'assurer que la piscine est fonctionnelle. Si le notaire est plus loin, il pourrait avoir une date où l'acheteur peut venir voir que tout est fonctionnel sur place. Puis si jamais ça fonctionne pas, ben il y a un montant qui est attribué à ça pour peut-être justement l'ouverture de la piscine par une compagnie ou peut-être même des réparations. Fait que souvent, on va mettre un montant qui est plus élevé que ce que ça peut coûter réellement pour être sûr, c'est ça, pour être sûr que le vendeur va le faire. Ouais. Ou s'il y a des, justement, bon ben il a pas ouvert la piscine parce que ça y tentait pas, ben au moins on a les frais couverts pour quelqu'un qui va le faire l'ouverture. Mais si jamais il l'a pas fait parce qu'il y avait un bris d'une pièce, ben au moins on a quand même une partie qui est peut-être, c'est ça, qui est financière, qui est là pour aider. C'est quoi l'importance de la réactivité dans le suivi d'une transaction? Ça t'arrive-tu des fois de transiger avec des gens, d'autres courtiers immobiliers, pas toi, mais qui sont pas très vite? Mais c'est quoi l'importance, là, tu sais, que... Oui, mais en fait, je vous dirais que... Mais les vendeurs disent, oui, mais pourquoi j'ai pas de nouvelles? J'ai fait une contre-offre, j'attends. Oui. Et c'est pas de notre faute. Je dirais que c'est vraiment important de garder un suivi sur les délais, parce qu'il y a des délais qui sont des délais de rigueur. Donc, par exemple, l'inspection. Si le client se réveille samedi matin... et on est rendu le 15 février et le délai d'inspection était jusqu'au 14. Bien, malheureusement, il a accepté l'inspection. Il ne peut pas revenir le 15 puis dire, bien, je voulais qu'on fasse une baisse de prix parce qu'il y a des joints de maçonnerie à refaire puis finalement, la toiture n'est pas en bon état, fait qu'il va falloir refaire la toiture. Ça reste que le délai était le vendredi, le 14 et là, il se réveille le 15. Malheureusement, il est trop tard. On est déjà rendu à la prochaine étape. Fait que c'est vraiment important, puis aussi de ne pas attendre à la dernière minute parce que ces genres de négociations, peu importe que ce soit quelque chose qu'on s'attendait ou pas, une négociation, ça reste qu'il faut quand même avoir des discussions entre les deux parties, puis il y a souvent le côté émotif qui va embarquer. Des fois, il faut que la personne prenne le temps de laisser la poussière redescendre. Après ça, on est capable de se reparler puis de mettre les faits tels qu'ils le sont, mais ça reste que ça se fait pas en claquant des doigts. Puis surtout, si tu veux être capable d'en sortir quelque chose de cette conversation-là, si l'acheteur ou le vendeur a l'impression d'avoir le gun sur la tempe, ça donne jamais des bons résultats. Oui, ça, on voit des gens, ils se frustrent, ils choquent, puis ils pensent que dans le fond, l'autre fait pas exprès. Puis des fois, de faire, c'est ça, des suivis en heads-up va permettre aussi d'aider à la collaboration. Puis tu sais, c'est pas... Je l'ai vu plusieurs fois, des fois, des courtiers qui oublient de mettre des choses dans leur modification ou peu importe, puis je leur ai dit, bien, je suis désolée, mais je peux pas accepter cette modification-là. C'est zéro méchant. C'est juste que pour protéger moi, mon client, pour faire mon travail comme il se doit, moi, je peux pas l'accepter. Puis après ça, bien, c'est juste de l'expliquer. Puis on le refait, là. Que veux-tu? L'erreur est humaine, des fois, là. Il y en a qui oublient des petites choses. Fait que... Ça arrive, puis c'est pour ça que je trouve ça important pour que les erreurs arrivent le moins possible, ou surtout de les attraper pendant qu'on est en train de les faire, écrire une mauvaise clause ou quelque chose, ou un mauvais prix. Bien là, le client on leur lit, puis là, on le voit, puis là, on peut attraper l'erreur. Mais si on fait juste, tu sais, des affaires électroniques à gauche, à droite, des fois, ça perd le contrôle, puis il y a plus d'erreurs qui se font. Fait que c'est pour ça aussi une petite page avec, OK, ben mon tel délai arrive dans combien de jours, ça va être quelle date, puis de suivre bien ces choses. Je pense que c'est des méthodes pour les courtiers et le client d'avoir le moins d'erreurs possible, relire, voir, parce que comme tu dis, l'erreur est humaine. Fait qu'il faut essayer de les attraper quand c'est encore attrapable et non quand il est trop tard puis qu'on a perdu la balle dans le champ. Oui, puis des fois, les gens vont dire « Ah, ben c'est pas grave, on va regarder ça plus tard. » Non, idéalement, on règle ça maintenant pour, un, ne pas l'oublier, puis deux, bien, s'assurer que pendant que le fer est encore chaud, on est capable de le malayer, de modifier la chose, parce qu'à un moment donné, des fois, il est comme trop tard, puis la personne, on peut plus revenir en arrière. En exemple, j'aurais la date. Mettons, si on dit, OK, on notarie le 24 juin, puis on sort le 1er juillet, mais là, finalement, ils ont trouvé quelque chose, puis ils l'achètent au mois de juin, bien là, ils n'ont pas l'argent entre les deux. Fait qu'il faut tout changer la paperasse, puis dire, oh, on fera ça plus tard.
Non, mais là, il y a une chaîne de personnes. Fait que là, ça défait toute la chaîne. Puis là, il y a quelqu'un qui choque en quelque part, puis là, ça marche plus, puis on perd le contrôle, tu sais. Même pour le céduler son déménagement, céduler les travaux, tu sais, ça reste que c'est beaucoup de petites étapes, puis les gens veulent pas être, ben là, je le fais maintenant, ou j'attends, ou tu sais, fait que plus on est capable de se prendre d'avance, moins c'est ça, moins que c'est stressant. Qu'il y a trop de monde qui sont tous bookés leurs affaires, puis là, ça dérape. Capable de bouger parce que là, tout le monde s'est seté. Ouais. Puis là, toi, t'es le dernier pion qui attend parce qu'on a dit que peut-être qu'on modifierait. Puis... Ouais. Ce serait quoi les pires erreurs, tu as vu, les plus fréquentes des courtiers inexpérimentés? Je pense que ça, c'en est un, hein? Ben, des fois, justement, là, d'avoir confiance que la parole d'un client, tu sais, même si c'est quelqu'un que tu connais toute la bonne foi, tout le monde veut le bien-être, mais il arrive une situation externe, c'est pas nécessairement de mauvaise volonté, mais si c'est pas écrit, puis il y a un changement, malheureusement, ça peut arriver, puis autant que des fois des transactions qui allaient super bien puis qui disaient oui, il n'y a pas de problème, on va pouvoir faire ça. Il arrive quelque chose, c'est pas que il y en a un qui fait exprès de décevoir l'autre, mais la vie est telle qu'elle est, puis bon, il peut y avoir des revirements de situation. Fait que ça, je pense que c'est vraiment quelque chose de prendre pour acquis que ce qui a été dit va rester si ça n'a pas été mis sur papier. Fait que ça, ce serait une première grosse erreur qu'un courtier qui n'a pas d'expérience ferait. Ouais. Deuxième erreur, je pense que c'est de ne pas lire les clauses qui ont été écrites parce que oui, tu peux mettre une clause de l'OASIC puis changer 2-3 petits mots dedans qui font que la situation n'est plus du tout la même. Fait que vraiment prendre le temps de lire les clauses parce que c'est quand même de la documentation légale, même, tu sais, faut être vraiment assidu. Des yeux d'avocat. Exact, ben ouais. Des yeux d'avocat. C'est ça, vraiment, s'assurer que les phrases, tu sais, s'il y a quelque chose que tu comprends pas, ne le signe pas. Assure-toi de vraiment bien comprendre le sens, puis une fois que tu as bien compris le sens, puis que ça fonctionne pour la situation, là, tu peux le signer, autant en tant que courtier qu'en tant que client. Je pense que c'est vraiment de s'assurer que les virgules sont bien placées, que les mots sont les bons, que c'est ça. Troisième erreur, qu'est-ce que tu verrais? La troisième chose, je dirais, c'est peut-être d'avoir peur de confronter. Avoir peur de confronter autant l'autre courtier que ses propres clients. Ou de pas être capable de mettre c'est comme si, des fois, il y a des gens qui se disent « Oh non, le vendeur, il voudra pas, il me l'accordera pas. » Ben là, de le prendre pour acquis puis de pas sortir de sa zone de confort pour ce qui serait bien pour ton client. Tu sais, des fois, on va le dire, nous, à nos propres clients. Ben je pense pas que, c'est quelque chose qui va être possible, mais je vais aller voir le courtier, je vais aller voir le client, peu importe, puis on va le faire, puis on va essayer de le pousser. Mais des fois, c'est de gérer les attentes de ses clients, mais quand même d'essayer d'aller chercher plus pour son client. Bien, des fois, ça peut faire des belles surprises. Effectivement. Des fois, de ne pas être capable de sortir, ouais, c'est ça, de sa zone de confort. Aurais-tu une quatrième erreur, une quatrième chose que tu pourrais nous donner comme conseil? C'est quoi une des erreurs que les courtiers font en commençant? Des fois, je pense que les courtiers ont comme l'impression qu'ils veulent déjà être big, ils vont pas aller chercher l'expérience des collègues puis ils se disent « Moi, je suis capable de le faire ». Je pense que de commencer dans une équipe ou dans une agence qui est vraiment proactive sur tout ce qui est de la formation, de suivre quelqu'un, c'est vraiment c'est le meilleur outil, en fait, parce que tu vas vraiment comprendre tous les rouages de l'immobilier, les façons que les gens vont le faire. Pour les évaluations aussi, s'assurer d'être vraiment structuré, d'être capable d'aller chercher les bons comparables. Pourquoi cette propriété-là, on l'utilise pour une évaluation, puis pas celle-là? Il y a plein de petits éléments comme ça qui, je pense, vont être capables d'être assimilés par le fait d'être avec quelqu'un qui a de l'expérience. Parce que quand on sort de l'école, ce qu'on apprend dans les livres versus la réalité, c'est vraiment deux mondes à part, comme dans
toute catégorie, même à l'université, ce que tu vas apprendre puis ce que tu vas faire sur le terrain, c'est vraiment deux mondes différents. Fait que je pense de ne pas être gêné puis d'aller chercher un peu l'expérience, soit en travaillant avec d'autres courtiers dans des équipes ou encore avec des agences qui vont offrir beaucoup de formation puis de coaching. Je pense que c'est vraiment, vraiment un gros atout, de ne pas avoir peur d'être le beginner puis tout le monde commence en quelque part. Ouais, quand tu commences, je pense que c'est d'aller chercher de l'expertise envers toi. Quand tu fais une évaluation, tu vas chercher quelqu'un qui te valide, qui vient vérifier ce que tu fais. Faire valider, oui, mais aussi d'aller chercher l'information, de poser des questions à des gens dans le domaine qui ont plus d'expérience. En réalité, ils sont supposés être chapeautés pendant 2 ans, sauf qu'ils sont rarement chapeautés par les directeurs, de ce que je vois sur le terrain. Là. Fait que les directeurs, les gens devraient les surveiller beaucoup plus à chaque transaction, mais... Je pense que c'est même quand tu commences une entreprise ou autre, c'est justement d'aller chercher du mentorat, mais là, ça peut être justement sous forme, soit en équipe ou autre, parce que c'est sûr qu'un directeur d'agence n'a peut-être pas le temps d'avoir 26 nouveaux courtiers. On s'entend que l'immobilier, c'est quelque chose, qui a eu énormément de reconnaissance dans les dernières années. Fait qu'on dirait que tout le monde s'est lancé là-dedans pendant la pandémie, mais ça reste que d'être capable d'aller chercher l'expérience, d'être capable de demander de l'aide à quelqu'un pour se faire valider, pour être sûr que ce que tu retransfères après ça comme information, mais ce soit réel. D'ailleurs, nous, à l'agence, une des choses que j'aime beaucoup, c'est que le fait qu'on travaille beaucoup ensemble, tout le monde, c'est que des fois, on va tous se poser la question, dire, je peux-tu écrire ta clause de même, ça marche-tu? Tu sais, on s'entraide énormément. Puis je te dirais, à tous les jours, j'apprends ou on a des situations de « Ah, mais attends, avec ça, peut-être que c'est différent. » Je vois que quelqu'un peut être dans son coin tout seul, pas avoir d'expérience, puis tout écrire, tout faire ce qu'il veut. Ça va peut-être fonctionner bien jusqu'à temps, pouf, qu'il frappe un mur, puis qu'il se rende compte de ce qu'il fait. Ça ne fonctionne pas parce que nous, on le voit, on reçoit des offres de courtiers, même d'expérience, puis on dit « Mon Dieu, ça n'a pas de bon sens, comment il écrit ça, sa clause? » Puis son délai ne marche pas, il a oublié ça. On voit 3-4 grosses erreurs dans les offres. Fait que nous, on prend le temps de leur expliquer puis de leur dire, mais c'est pas tout le monde. Oui, mais je pense que comme courtier, tu sais, autant qu'on se fait demander d'aller toujours vite, vite, vite parce que toute la vie est ultra rapide, exact, sauf qu'en même temps, tu n'as pas le choix quand c'est des papiers qui sont aussi importants de prendre le temps de t'assurer que tes délais fonctionnent, que tes clauses sont bien écrites, que tu protèges ton client, que tu prévois ce qui pourrait arriver. Fait que je pense que, justement, il y a peut-être des courtiers qui vont le faire par habitude. Bon, mais ça, c'est ce que je remplis, ça. Puis ça devient comme machinal, si on veut. Fait que ça, je pense que c'est quelque chose qui est quand même important de s'assurer que, on relit nos documents, qu'on prenne le temps de peut-être un 5-10 minutes de plus, mais il faut bien le faire. Bien fait, puis c'est important. Ouais. Quelle stratégie un bon courtier utilise pour vendre rapidement une propriété? Selon toi, quelle stratégie un vendeur, tu suggérais à un vendeur pour vendre le plus rapidement pour meilleur prix? Oui, bien, je pense que tu sais, des fois, ils se disent, pour vendre au meilleur prix, il faut que j'affiche le plus haut pour aller chercher le plus haut. Je pense que c'est probablement la pire stratégie à faire. C'est vraiment de regarder avec les comparables, puis d'aller s'asseoir, puis de regarder le marché en moyenne. Il se vend à combien dans ce secteur-là? Puis quand tu demandes le bon prix, généralement, c'est là que tu vas être capable de vendre le plus vite, puis souvent le plus cher, parce que c'est plus tu as le bassin complet d'acheteurs qui regardent ta propriété, plus il y a de chances que tu ailles une offre qui est plus intéressante. Fait que des fois, c'est pas nécessairement le prix le plus haut affiché qui va te donner le meilleur résultat au final. Fait que si je reviens depuis tantôt, ce que tu nous as dit, c'est quand même un bon home staging. Ouais. Pour vendre le plus cher, un bon home staging, pas de grosse rénovation. On met notre maison vraiment propre. Elle s'en va sur son premier rendez-vous, donc assez parfumée, assez bien habillée. Ouais, faire attention, par exemple, le parfum. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui se met trop de push-push, puis là, tu arrives dans l'ascenseur, puis là, c'est comme tu as un mal de tête. Tu veux pas non plus créer ça, mais oui, effectivement, faut que ta maison, elle se présente bien. Ouais.
Faut que ton courtier, lui, dans le fond, son travail, c'est de vraiment travailler sur la visibilité de ta maison parce que oui, il y a Centris, mais il y a tous les réseaux sociaux qui prennent de plus en plus d'importance. Fait que je pense qu'il ne faut pas juste s'asseoir sur le fait que Centris va être ta visibilité. Il faut essayer de pousser la chose un peu plus loin. Des belles photos aussi, c'est sûr que ça va être quelque chose qui va aider. Puis après ça, ben exact, ton client, acheteur, il faut qu'il soit capable de se visualiser dans la maison. Puis de plus en plus, on voit l'importance justement de la vidéo qui va vraiment donner plus l'impression, le feeling de rentrer dans la maison, tu sais, avant même de faire une visite. Fait que tout ce qui est de la visibilité, puis la mise en marché, puis surtout de donner la bonne information, puis donner le plus d'informations possible. Parce que arriver sur une propriété que tu n'as pas la superficie habitable parce que le courtier ne l'a pas mis, tu n'as pas les dimensions des pièces parce que le courtier n'a pas pris la peine d'aller faire le tour des pièces, de t'assurer que aussi tu as les photos intérieures, extérieures. Des fois, on voit ça. Les gens, je pense qu'ils sont pressés de mettre sur le marché. Le courtier va mettre les photos extérieures seulement, mais le problème, c'est qu'on dirait que même si l'intérieur est super beau, le fait qu'il n'y ait pas de photo intérieure, ça va décourager énormément de gens juste à la visite en ligne. Puis là, ben, tu ne seras pas capable de générer les visites physiques. Fait que... Première visibilité, c'est le premier groupe de personnes qui reçoivent sur Centris. S'il n'y a pas de photo, whoop, et dans 5 jours, ah oui, je vais aller voir, ils ont-tu mis les photos? Exact. Ça peut arriver, là, on s'entend, mais c'est pas la norme. Puis aussi, je pense que si tu, comme courtier, tu ne donnes pas assez d'informations sur la propriété, sur le secteur, ben tu vas pas attirer les gens qui connaissent peut-être un peu moins le quartier. Fait que, tu sais, c'est quand même important aussi de projeter le mode de vie qui vient avec, puis d'avoir aussi les plans de propriété de plus en plus. Tu sais, la technologie évolue, fait que ça risque que les gens aiment savoir ce qu'ils achètent, la disposition de chacune des pièces. Fait que ça, c'est tous des éléments que plus tu en donnes à ton acheteur, bien, plus quand il va venir faire sa visite, il va déjà être un peu préqualifié. Fait que tu vas attirer des meilleurs acheteurs. Tu parles de plans, puis c'est tellement important parce que je veux savoir est où la salle de bain. Il y a une deuxième salle de bain, est où? Il y en a-tu une dans la chambre? Si je veux abattre des murs, je suis capable? Si tu regardes le plan, au moins, tu sais exactement comment c'est fait. Moi, je suis visuelle, puis c'est plein de gens qui visitent une maison. S'il n'y a pas de plan, nous, on met toujours les plans, mais quelqu'un qui ne met pas de plan fait comme, ben là, finalement, j'aime pas ça. À disposition, juste pour ça, tu as perdu, tu as tout fait ton ménage, ta maison, tu as tout mis, tu as déplacé, tout le monde s'est déplacé, tout le monde s'est organisé pour que tu visites. Bon, la disposition n'est pas bonne. Fait que, tu sais, ça peut être frustrant, là. C'est quand même une priorité, là. Oui, mais tu sais, c'est ça. Avant, les gens achetaient une maison sur un cartable avec peut-être une photo de devanture. Puis maintenant, ben c'est sûr que les attentes sont plus les mêmes. Fait que de plus en plus, les gens ont besoin de voir, ont besoin de connaître la propriété. Justement, notre temps est tellement précieux que, tu sais, les acheteurs, ils veulent plus se déplacer s'ils n'ont pas comme... C'est ça, ils n'ont pas comme le sentiment que ça pourrait être la bonne propriété pour eux. Comment est-ce qu'un bon courtier accompagne son acheteur pour sa prise de décision? Ben, en fait, un bon courtier va toujours prendre en considération les besoins de son client. Fait que, de t'assurer de vraiment connaître les besoins de ton client, d'être capable de t'adapter à ses besoins à lui, parce que une solution gagnante, c'est pas pour... Tu sais, il n'y a pas une solution pour tout le monde, c'est chacun a sa solution. Puis je pense que c'est de mettre les pour et les contre en fonction des besoins de ton client. Mais après ça, c'est vraiment une question de vraiment lui expliquer c'est quoi les enjeux, c'est quoi aussi chacune des étapes, puis qu'est-ce qui a un impact sur quoi. Fait que je pense que c'est de mettre tout ça en relation qui fait qu'on est capable de bien conseiller le client. Quel rôle joue un bon courtier immobilier avec son réseau de contacts? Ça serait quoi que tu recommandes de vérifier là, pour... Bien, je pense que c'est important de bien épauler son client dans toutes les étapes puis de s'assurer que quand il arrive, son dossier est déjà solide, il est déjà préparé émotionnellement, mentalement aussi.
Donc, tu sais, tout ce qui est des courtiers hypothécaires qui vont aider un peu à conseiller parce que c'est beau avoir une préautorisation pour un achat de 800 000, mais selon les besoins de ton client, peut-être que lui, le mode de vie qu'il veut, ça ne se rapporte pas à une propriété de 800 000. Fait que c'est toutes ces choses-là à mettre en perspective, d'essayer aussi de lui expliquer le processus, qu'est-ce qui s'en vient. Déjà, de peut-être communiquer avec un inspecteur quand on sait qu'on commence à avoir des propriétés qui nous intéressent, avant même d'avoir une offre d'achat acceptée, pour qu'on puisse être réactif justement au moment où on arrive, puis que là, on a une offre d'achat. On a toujours des délais à respecter, mais si on sait déjà qu'on a un inspecteur qui peut être disponible dans 3-4 jours, bien peut-être qu'on est capable de mettre des délais un peu plus serrés, d'être plus alléchant pour le vendeur. Fait que je pense que c'est toutes des petites choses qu'on est capable de faire, de mettre en place avec nos clients, qui font qu'après ça, quand on présente l'offre d'achat de nos clients à un vendeur, bien, on est beaucoup plus intéressant parce qu'on est déjà prêt. On a de l'air encore plus sérieux aussi aux yeux du vendeur. Fait que c'est là qu'on est capable de mettre les chances de notre côté. Entre autres, il y a le fameux certificat de localisation. Beaucoup de gens m'en parlent. Client-vendeur, oui, ça c'est très, très important. Puis bon, ils réalisent peut-être pas, mais un délai de 4 à 6 semaines ou quand même se mettre d'avance sur ce sujet-là parce que c'est ça risque qu'on ne veut pas retarder une vente d'une propriété parce qu'on n'a pas un certificat de localisation qui est à jour. Donc, d'où nous, à l'agence, quand on appelle notre arpenteur, merci, on est capable de les faire passer plus vite si nécessaire parce qu'on fait tellement de transactions qui nous accommodent puis ils nous font un vraiment meilleur prix pour nos vendeurs, ce qui est un avantage parce que c'est un gros rabais. Oui, mais même pour plusieurs de nos contacts, ça reste que quand on a une bonne relation avec eux, on est capable d'avoir l'espèce de sentiment de, bien, si jamais on en a besoin, ils vont être capables de prioriser notre client. Bricoleur, que ce soit un notaire, on a beaucoup de contacts comme ça dans notre poche courtier hypothécaire pour justement avoir vite dans une transaction, ça nous prend de l'information, il faut qu'on règle nos dossiers vite, puis qu'on ait des gens de confiance autour de nous. Fait qu'on a de la référence qu'on est capable de donner aux gens. Même, entre autres, l'autre jour, un courtier à l'agence a eu un problème que ça a coûté 2500 chez le notaire. Puis de dire, coudonc, c'est la première fois que j'entends ça. Normalement, c'est beaucoup moins. Fait que là, on se met sur le dossier de dire ça n'a pas d'allure. Puis on peut conseiller le client d'appeler la chambre des notaires, de se plaindre parce que, tu sais, ça fait pas de sens, que c'est trop cher comme vendeur de payer 2500, ça n'a pas d'allure. Fait qu'on a une idée des prix, on a une idée, un ventre de bœuf, l'autre jour, quelqu'un a sorti un 70 000 $. Ben, c'est un petit ventre de bœuf à 70 000 $, là. Ouh! Tu refais la maison à ce prix-là, tu sais, c'est comme... Fait que c'est important d'avoir une idée, parce que des fois, on voit ça suite à un contracteur. Une autre fois, on a vu un contracteur, écoute, je pense qu'il faisait un sous-sol pour 200 000 $. Ça n'avait aucun sens, là, puis un sol ordinaire. Mais là, tu te dis, c'est peut-être pas un bon contracteur. Vous avez, moi, à votre place, j'en ferais venir 2-3 autres pour comparer. Tu sais, ouais, mais je l'aime, j'ai confiance en lui, mais tu n'achèteras pas la maison parce que c'est trop cher. Fait que, tu sais, c'est... Oui, fait qu'il faut faire attention. Les gens ont des références. Nous, on ne peut pas vous donner des prix, mais on peut dire si c'est dans la moyenne ou pas. On est capable d'aider, en tout cas. Janie, explique-nous, comment tu gères les situations stressantes, conflictuelles avec les vendeurs, les acheteurs, les courtiers? Comment tu fais ça? C'est sûr que la première étape, c'est de garder son calme, parce que c'est ça. Rester calme, puis prendre un pas de recul aussi, souvent, ça va être quelque chose qui va aider de remettre les choses en perspective, puis de réussir à désamorcer une situation. Souvent, c'est de revenir... pourquoi cette situation-là est arrivée, comment on est capable d'arriver à une entente, c'est quoi les objectifs des deux côtés, parce que bon, c'est sûr que s'il y a quelque chose de conflictuel, c'est que les deux ne sont pas capables d'arriver à un point d'entente, mais ils sont où chacun leur idéal, puis est-ce qu'il y a des choses autour de ça qu'on est capable aussi d'intégrer pour réussir à faire en sorte qu'on arrive à un terrain d'entente, mais je pense que c'est d'y aller aussi étape par étape, puis faire comprendre les choses aux deux parties, garder son calme, puis essayer de trouver le plus, tu sais, un brainstorm, de trouver le plus de solutions possibles. Puis c'est là que la collaboration avec l'autre courtier ou avec le client va être vraiment importante, puis la relation qu'on est capable d'avoir avec eux.
Moi, je pense que le courtier, ça a beaucoup aussi de tampons. Tu sais, le vendeur, il peut chialer contre l'acheteur peut chialer contre le vendeur, mais quand ils se parlent entre eux autres, la chicane prend. Quand nous, on est là, on écoute. On écoute, c'est ça. Relativise l'information. Puis on entend leur plainte, on la comprend, puis on la résume, puis là, finalement, ben c'est juste, je veux tel truc, mais c'est... Puis là, finalement, tout ce que je veux, c'est qu'on baisse de 500 $. Il n'y en a pas de problème, mettons, on a une raison valable, on va le baisser. Tu sais, l'acheteur va être correct avec ça. C'est juste que... Mais des fois, c'est vendeur à vendeur aussi. Il faut pas négliger que... Tu sais, on a le côté... tu sais, il faudrait quasiment avoir un bac en psychologie, là, mais tu sais, ça reste que, c'est ça, des fois, les attentes ou les désirs, même entre deux vendeurs, ne sont pas les mêmes. Les objectifs ne sont pas nécessairement les mêmes. Fait que ça reste que faut être capable de gérer tout le monde. Puis des fois, ça peut être avec le courtier collaborateur, des fois, ça peut être avec l'acheteur ou le vendeur, puis des fois, ça peut être entre même nos deux acheteurs ou nos deux vendeurs. Fait que on est vraiment une zone, comme tu dis, une zone tampon, essayer de prendre l'information, de décortiquer ça, de ramener ça à c'est quoi nos objectifs le plus petit possible, étape par étape, puis décortiquer. Fait beaucoup de psychologie émotionnelle, donc dans une transaction, c'est que souvent on parle, moi souvent je compare ça, on n'achète pas une paire de chaussures, on achète un bien, puis souvent on parle entre 300 000 et des millions. Tu sais, mettons un prix standard, c'est quoi, 700 000 $? Facile, c'est énormément d'argent. C'est le plus gros bien qu'on possède dans notre vie. Si on n'achète pas un auto, si tu achètes une maison à 700 000, c'est rare que tu achètes une auto à 700 000. Hein? Ça ne va pas ensemble d'habitude. Fait que ça fait en sorte que ça sort l'émotivité des gens, puis nous autres, Ouais, personne ne veut se faire avoir, puis ça, c'est normal. Fait que, tu sais, tout le monde a la crainte de, tu sais, j'ai-tu vraiment le meilleur pour moi? Puis c'est un peu comme des fois aussi comme un divorce. Les gens ont l'impression de dire ils veulent tout tirer à couvert de leur bord, mais ça prend, tu sais, faut... Oui, c'est ça, il faut mettre un peu d'eau chacun dans son verre pour qu'on réussisse à faire une belle transaction souvent, tu sais. Oui, mettre les égos de côté. Donc, Janie, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite encore de prendre un courtier? Ça serait quoi tes conseils? Qu'est-ce qui te vient en tête, là? Pourquoi quelqu'un, encore aujourd'hui, ne veut pas prendre de courtier? Veut pas travailler avec un courtier? Ben en fait, il n'y a pas de pourquoi quelqu'un veut pas prendre un courtier. En fait, je pense qu'il faut vraiment miser sur pourquoi prendre un courtier. En fait, à la base, c'est pour avoir accès à toute l'information qu'on a de disponible, pour être bien conseillé, pour pas se faire avoir non plus sur des petites choses que des fois, on se dit « Ah, ben moi, j'ai peur », puis là, finalement, tu le fais pas, alors que, tu sais, c'est quelque chose qui se voit dans le métier sur une base régulière. C'est d'enlever le côté émotionnel, puis d'avoir quelqu'un qui est capable de transiger pour toi avec le meilleur de tes intérêts en tête, là, toujours. Puis, les gens ne savent pas, mais la transaction, elle est assurée. Donc, quand on travaille avec un courtier, nous autres, comme professionnels, on est assurés, donc ils ont une protection, autant les acheteurs que les vendeurs. Fait que ça, je trouve ça intéressant. Souvent, ils ne savent pas. Très important, effectivement. Puis c'est aussi tout le conseil, le bagage, l'expérience, tu sais, ça reste que tout le monde, avec un DIY, est capable de construire sa propre maison s'il le veut. Mais ça reste que le gros de l'information, le professionnalisme, tout ce qu'on est capable d'apporter autant comme outil qu'en temps, qu'en connaissance, c'est un gros plus pour un acheteur ou un vendeur. Puis je pense que c'est ça qu'il ne faut pas sous-estimer. Puis c'est pour ça aussi qu'il faut bien choisir, en fait, son courtier avec qui on va travailler. Moi, je pense que le mot qui reviendrait, c'est l'expérience. Plus du bon courtier aussi. Parce que si j'ai un courtier qui a beaucoup d'expérience, qui a beaucoup d'écoute, donc qui a appris plus que parler, puis qui écoute toujours les nouvelles choses qui arrivent, qui écoute les autres, qui prend tout ce bagage-là, puis qui est capable de le retransmettre, plus j'ai d'expérience, meilleur que je vais être pour aider mon client. Je pense que l'expérience, c'est ça. Les gens, des fois, vont dire « Ah, ben, je suis habituée, j'ai vendu 5-6 maisons moi-même. » Oui. Est-ce que tu as réussi à avoir le meilleur prix puis les meilleures conditions? Tu
sais, c'est pas, souvent, c'est pas une garantie, puis il va y avoir des chicanes entre eux, puis le vendeur, ah, mais non, j'en ai 2, ça s'est bien passé, l'autre, ça a été la chicane, mais c'était toute de la faute de l'autre. Mais s'il y aurait eu un courtier, probablement que ce serait mieux passé. Fait que oui, on peut vendre soi-même, oui, mais à quel prix, qu'est-ce qu'on perd là-dedans? C'est plutôt ça, c'est d'être accompagné. C'est comme, pourquoi je prendrais un médecin pour me faire opérer à cœur ouvert? Parce que c'est un professionnel, puis il a étudié là-dedans, puis il a de l'expérience. Pourquoi j'aime mieux avoir le médecin qui a fait déjà 200 opérations avant de celui que ça soit sa première? Bien, parce qu'il y a plus d'expérience. Fait que, tu sais, c'est l'expérience dans tous les domaines. C'est plate parce que quand tu commences, il faut bien que tu commences en quelque part, mais de là où si tu es accompagné par des professionnels, bien, ça t'apporte leur expérience. Puis après ça, tu développes la tienne aussi, puis tu l'enseignes après ça aux autres. Je trouve ça génial. Oui, mais je pense que c'est ça, de trouver le bon courtier qui est un amalgame de bons conseils, d'entourage, d'expérience, de connaissances, d'outils aussi à sa disposition. Je pense que si tu as la bonne personne, tu peux pas être perdant là-dedans. Je vous invite à appeler Janie Pouliot pour faire une belle transaction à l'agence de Christine Gauthier Immobilier. Belle connaissance, autant sur la Rive-Nord quand même qu'à Montréal. Tu as un grand réseau de contacts, autant aussi pour avoir des conseils dans des projets immobiliers aussi. Tu as beaucoup de spécialités. Puis ils peuvent, dans le fond, juste appeler pour jaser puis voir s'ils ont un bon fit, parce que c'est ça qu'on dit aussi, hein? Oui. C'est important. Fait qu'on invite les gens à appeler puis de prendre un rendez-vous. 15 minutes au téléphone, voir comment quelle est la vibe. Je sens qu'elle peut m'aider, m'accompagner. Puis après ça, whoop! L'achat, vente, les deux, on est capable d'aider. Exactement. Les investisseurs aussi. Peut-être ça aussi, les investisseurs, t'en as aidé beaucoup. Oui. Alors, je te remercie beaucoup, Janie, pour ta belle présence et tes bons conseils. Bien, ça fait plaisir.